volonté délibérée d'en faire des travailleurs invisibles. Et ils le sont au sens propre du terme. Lorsque moi j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là, ce qui était très frappant, et ce qui le reste, c'est que un agent EDF est légitime sur le site d'une centrale. Un travailleur extérieur est toujours à la limite de la légitimité. Il est légitime s'il est en train de faire quelque chose qui a une importance majeure pour la sûreté. Dès qu'il passe du côté du travail non qualifié, la décontamination, le nettoyage, monter les échafaudages, le décalorifugage, c'est des activités où on va tout le temps lui demander des comptes sur ce qu'il est en train de faire. Parce que ça prend du temps, parce que ça prend trop de temps, parce que il gêne, entre guillemets, pour faire telle ou telle intervention. Moi, une des choses qui m'avait frappée quand j'ai fait cette enquête, c'est que plusieurs travailleurs m'ont raconté qu'ils se disputaient les prises de courant. Parce qu'il n'y a pas assez de prises de courant pour la maintenance dans les centrales nucléaires. C'est quand même paradoxal, hein. Bon. Et vous avez par exemple un décontamineur qui est en train d'aider un mécanicien à s'équiper avec une tenue, la fameuse tenue Mururoa, pour éviter la contamination radioactive, qui branche ou veut brancher le tuyau pour l'arrivée d'air. Et puis, à côté, il y a un mécanicien qui est en train d'utiliser, avec une rallonge d'ailleurs, un chalumeau pour une soudure importante, urgente. La concurrence entre les deux, c'est le soudeur qui gagne. Et pendant ce temps-là, celui qui est avec sa combinaison et qui éventuellement a déjà mis le casque et le scotch autour du casque, parce que c'est des véritables scaphandres, il n'a pas la possibilité d'être branché immédiatement à l'air, avec toutes les conséquences que ça peut produire. Donc c'est quand même ce problème de légitimité qui est constamment posé et qui alourdit évidemment énormément le travail. Alors, je voulais commencer par ça parce que ça me paraît important que vous voyez à la fois l'importance du travail dans lequel ils sont, avec une répartition entre des tâches dites importantes pour la sûreté, pour lesquelles les travailleurs ont certaines marges de manœuvre pour dire « là c'est trop contaminé, j'irai pas », et puis des tâches où on leur dit « tu n'as pas le choix, tu y vas ». Et c'est dans ces tâches-là, par exemple, qu'ils vont laisser le dosimètre à la porte parce que l'employeur leur fait le chantage. Tu laisses ton dosimètre et tu y vas, ou autrement c'est la porte. Et j'ai plusieurs témoignages, et récemment encore, un travailleur qui a d'ailleurs été gravement contaminé a été soumis à ce chantage par son employeur. Alors, on a une invisibilité des travailleurs, et une invisibilité qui s'aggrave, puisque même au niveau syndical, par exemple, s'ils veulent se compter et savoir où ils en sont, et de la dosimétrie, et du nombre dans les différentes catégories, eh bien, on n'a plus de possibilité de savoir quelles sont les activités sous-traitées, à combien de travailleurs ça s'élève, et quel est le niveau exact de radioactivité qu'ils reçoivent. Et ni l'ASN, ni l'IRSN maintenant ne sont en mesure de le dire, ce qui est quand même grave, hein. L'autorité de sûreté ne se donne pas les moyens de savoir ce qui se passe dans la sous-traitance. Et les rapports qu'il y a eu après Fukushima pour dire il faut renforcer les questions de sûreté dans les centrales, donc il y a eu les tests techniques, les stress tests, comme ils les appellent. Bon, ces stress tests ne disaient rien, évidemment, sur l'intervention des travailleurs extérieurs. Cependant,
comme il y avait eu plusieurs rapports parlementaires qui alertaient sur les niveaux de sous-traitance, parce qu'on peut avoir jusqu'à 10 niveaux de sous-traitance en cascade, c'est-à-dire EDF passe un contrat avec une première entreprise qui elle-même va répartir le travail à faire, par exemple, une vérification de tel type de conduite sur différents réacteurs. Donc EDF passe le marché principal et ensuite chaque entreprise qui a contracté avec EDF va elle-même sous-traiter. Et dans les plans de prévention qui sont en principe obligatoires en situation de sous-traitance en présence de risque, dans le plan de prévention, il y a juste une croix par laquelle EDF autorise le sous-traitant à sous-traiter. Et donc, l'autorité de sûreté a demandé à EDF de réduire les niveaux de sous-traitance. Et EDF a dit que dans les 10 ans qui viennent, il s'engageait à limiter la sous-traitance à 3 niveaux. Or, déjà, quand on est à un niveau, ils perdent le contrôle. Alors, imaginez ce que ça veut dire à 3 niveaux. Donc, du point de vue du travail lui-même, de l'activité de travail, on est en présence de toutes les difficultés et toutes les contradictions de ce type de situation, c'est-à-dire que chaque entreprise veut évidemment faire sa marge bénéficiaire, et forcément la marge bénéficiaire, c'est sur les salaires et sur les conditions d'intervention, avec des temps, notamment des temps d'intervention qui sont de plus en plus limités. On a vu une diminution du temps d'arrêt qui est passé au début des années 90, on était à 2 mois et demi, 3 mois d'arrêt pour un arrêt du réacteur pour maintenance, à des durées de 3 semaines. Donc on n'est plus dans les mêmes conditions de sécurité et de sûreté que celles qu'on pouvait avoir alors que les centrales vieillissent et que notamment la contamination radioactive est de plus en plus forte. Quels sont les effets sanitaires de tout ça ? Alors là, je vais parler un tout petit peu quand même du déficit d'études, pour pas dire plus, concernant l'effet de ce qu'ils appellent classiquement les faibles doses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une première étude qui a été faite aux États-Unis dans les années 60-70 sur une usine d'armement à Hanford par un chercheur américain qui s'appelait Mancuso et qui a fait un excellent travail, tellement bon qu'il a mis en évidence la survenue de cancers chez ces travailleurs avec un délai de latence relativement court, puisque ça avait commencé dans les années 40. Donc on était à des temps de latence entre l'exposition, le début de l'exposition et le cancer d'une quinzaine, vingtaine d'années. Et il a montré qu'on était en présence d'une épidémie de cancer dans cette population de travailleurs exposés aux radiations. Le résultat, c'est qu'on lui a confisqué son fichier, pour être sûr qu'il ne puisse pas continuer à montrer l'accumulation des cancers au fil du temps. Ensuite, on a quelques études ponctuelles, notamment au Canada, en Angleterre, autour de certains sites, par rapport aux travailleurs de certains sites, toutes ces études disent la même chose. Et puis, en France, rien. Il y a un petit peu les mineurs du Limousin, mais avec une accusation, c'est le radon et point final, et sans expliquer comment le radon agit, c'est tout. Et encore, les résultats ont mis 10 ou 15 ans à sortir. Et il faut attendre la fin des années 90, le début des années 2000,